Ok, c'est bon pour l'enregistrement. Grand frère, tu as la parole. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont connectés avec nous aujourd'hui. C'est en tout cas pour moi un immense plaisir de pouvoir partager avec vous ce second, je dirais, ce second webinaire. Le premier qui parlait de leadership personnel et celui-ci qui met l'accent sur l'organisation personnelle. C'est vrai que c'est un concept ou un thème qui est un peu compliqué pour tout le monde parce que c'est un défi aujourd'hui pour chacun de parvenir à mettre en place une organisation de laquelle il est lui-même, je dirais, en fait, sur lequel lui-même il est d'accord, sur lequel il est assez confortable. Et l'une des choses est de parvenir, en fait, à mettre en place tout ce qu'il faut pour que cette organisation-là puisse marcher, je veux dire. Donc, je prie le Seigneur de m'aider à pouvoir, en tout cas, partager le peu qu'il m'a permis d'avoir, parce que, comme je le disais la dernière fois, c'est depuis au moins 2009-2010 que j'ai commencé à faire les formations. Et pendant cette période, le Seigneur m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vous partager deux de ces éléments qui font partie de ce webinaire. Désolé un instant, je vais voir si je peux mettre la caméra. Je ne sais pas si vous me voyez. Peut-être au cours de présentation, je serai obligé peut-être d'enlever la caméra. Je ne sais pas si vous me voyez. Bon, c'est noir. Je n'ai pas la bonne tête aujourd'hui parce que je suis en train de courir dans tous les sens. Donc, je pense que ça va se faire. Moi, je vois, mais c'est noir. Oh là là. C'est pas les autres. C'est bon maintenant. Oui. Non, j'avais fermé la caméra à cause des hackers, les cousins de Melinda, là. On ne sait jamais. D'accord, ok. En tout cas, comme je le disais, c'est un plaisir pour moi. Donc, le thème qui nous réunit cet après-midi, c'est l'organisation personnelle. Donc, nous allons essayer de rentrer dans les détails sur la base de ce sommet, un peu succinct, mais assez détaillé dans le contenu. Nous allons voir en un le diagnostic intrapersonnel. Pourquoi diagnostic intrapersonnel? Nous allons le voir tout à l'heure. En deux, la planification. C'est quoi la planification? En trois, un concept que j'ai appelé la matrice perspective décision, qui m'a été inspiré d'un concept de stratégie, mais je l'ai adapté au point où même celui qui a conçu ce concept-là ne va pas s'y reconnaître parce que j'ai quasiment fait une réadaptation, une modification complète de ce concept-là. Et nous verrons comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre une organisation assez efficace. Qui suis-je? Je ne vais pas trop m'attarder sur ce point parce que je pense que déjà, depuis la semaine dernière et puis cette semaine, Melinda a beaucoup insisté sur ces éléments. Peut-être les éléments sur lesquels je vais beaucoup insister, c'est sur les œuvres, mes livres, Réussite sans limite. Faut dire que Réussite sans limite, c'est la marque que je suis en train de chercher à développer, je peux dire ça comme ça. Donc, tous mes ouvrages, toutes mes œuvres sont estampillés Réussite sans limite, RSL. Donc, déjà, j'ai plusieurs ouvrages à mon actif, par la grâce du Seigneur. Réussite sans limite, ce sont les deux premiers ouvrages que j'ai sortis depuis, je crois, 2020-2021. Ça a été dédicacé en 2021. Je suis en train de refaire l'édition de ces deux ouvrages. Donc, il y aura un relooking de ces ouvrages dont vous n'allez pas, ce n'est pas sûr que vous les trouvez pour le moment sur le marché. Mais après la nouvelle édition, normalement, on devrait pouvoir les remettre sur le marché. Le second, sur lequel je vais insister tout à l'heure, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Le troisième, c'est le corpus de liberté financière. Je ne sais pas si vous voyez le document. C'est celui-là que je tiens dans la main avec ces deux cartes. Les deux cartes qui permettent une bonne gestion de votre argent.
Faut dire que ce document, il a changé la vie de beaucoup de personnes. Il y a certaines personnes qui ont témoigné qu'elle les a aidés à vraiment s'adapter. Le troisième, qui est le corpus de l'entrepreneur innovant, lui aussi, je suis en train de refaire l'édition. J'ai la première édition qui est là. Lui, il est en un seul volume. La deuxième édition, en fait, je vais séparer les deux volumes. Il y a la partie mise en œuvre du business model qui part de tout ce qui est questionnement jusqu'à ce qu'on sorte, on fasse la conception en tant que telle de l'idée d'entreprise. Et le deuxième volume, lui, il va concerner plutôt l'estimation financière de votre entreprise. Ce sont deux choses différentes, mais qui sont complémentaires dans la création d'entreprise. Donc aujourd'hui, vous avez le document en un. Donc ceux qui le prennent aujourd'hui, ils ont plus je dirais, ils sont beaucoup plus gratifiés que ceux qui ne l'ont pas. Le dernier, c'est Accélérateur de percée, qui est là. C'est le tout dernier. J'ai déjà commencé à avoir les retours des uns et des autres. C'est un livre de transformation, un livre qui a pour objectif de toucher à l'âme, comme je le dis souvent aux gens. Parce qu'il ne suffit pas de lire un livre et d'en être ému, mais c'est lire un livre qui nous pousse, même sur notre couche, à nous questionner, à nous poser des questions sur le fait que est-ce que je suis pleinement en phase d'accomplissement du plan de Dieu pour moi. Donc, c'est le rôle de ce livre-là de pouvoir vous amener à ce genre de questionnement. Et je pense que pour ceux qui le liront, ils pourront en tout cas partager leur avis dessus. L'organisation personnelle, l'étape 1. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure, pour ce que je disais, généralement, dans tous mes ouvrages, tous mes guides, la première étape que je franchis, c'est l'étape de diagnostic intrapersonnel, c'est-à-dire des questionnements internes. C'est apprendre à se découvrir soi-même. Parce que ce qui est difficile souvent chez les gens, chez la plupart des gens, c'est de parler d'eux-mêmes. Mais parler de soi, ce n'est pas tant dire qui je suis, non, non, non. C'est qu'est-ce que je ne suis pas en réalité alors que je devais être. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, je vise l'organisation personnelle. Qu'est-ce que je suis censé faire pour être organisé que je ne fais pas? Donc, le diagnostic va vous permettre d'entrer en vous-même et puis de ressortir tout ce qui est défaut, les choses sur lesquelles vous êtes censé travailler pour pouvoir certainement vous améliorer et puis devenir meilleur qu'avant. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Et nous allons démarrer par se poser les bonnes questions. Et c'est quoi se poser les bonnes questions? La première question, normalement, que quelqu'un qui aspire à, je dirais, à atteindre un niveau excellent d'organisation doit se poser, c'est que pensez-vous de vous aujourd'hui? C'est quelle est la pensée que vous avez de vous-même? Si on vous demande de vous décrire, qu'est-ce que vous diriez? Qui êtes-vous concrètement? Quelle est votre identité réelle? Et cette identité, ce n'est pas juste quelque chose pour éblouir les gens ou bien épater les gens, mais c'est dire concrètement qu'est-ce qui vous caractérise, qu'est-ce qui fait de vous la personne que vous êtes. La deuxième question, c'est avez-vous une vision claire et précise de ce que vous visez dans la vie? Si vous ne visez rien, c'est normal. Vous n'avez pas à vous en faire, vous n'avez pas besoin d'objectifs, vous n'avez besoin de rien. Donc, si vous n'avez aucune vision dans pour votre existence, vous n'avez pas à vous torturer l'esprit, laissez le hasard faire son travail, c'est-à-dire vous menez là où le hasard lui-même aura décidé. Mais pour quelqu'un qui a une vision, la vue, ou si vous voulez, la vie elle-même et la vue de sa personne est différente. Troisièmement, c'est quelles sont les choses à construire dans ou à déconstruire de votre vie. Donc, à construire dans votre vie ou à déconstruire de votre vie. C'est comme ça qu'il faut interpréter. Donc, qu'est-ce qu'il y a en vous qui est bon et que vous devez perpétuer? Nous allons le voir tout à l'heure dans la partie concernant la matrice perspective décision, qui est en fait un chapitre à part entière. Donc, nous aurons le temps de revenir sur cet élément. Vos choix, vos décisions et vos valeurs actuelles sont-ils en adéquation avec votre vision? C'est-à-dire la manière dont vous voyez, quand vous vous projetez, par exemple, sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, est-ce que cette vision de vous que vous avez, vous avez des décisions, c'est-à-dire vous prenez aujourd'hui des décisions et vous faites des choix qui sont alignés avec cette vision-là?
Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui permet d'accomplir cette vision que vous avez de vous-même? Une organisation n'a de sens que si elle suit une ligne directive. Et cette ligne-là, c'est la vision que je vais poursuivre, accompagnée des objectifs que j'aurai arrêtés. Donc, est-ce que les choix que vous faites, les décisions que vous prenez et les valeurs que vous développez aujourd'hui sont en adéquation avec cette vision? C'est une question qui est assez fondamentale sur laquelle chacun doit vraiment avoir une réponse. La cinquième question, c'est: avez-vous le plein contrôle des plus importants paramètres qui influencent votre vie? La question se pose parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contrôlées par les autres, qui sont contrôlées par les décisions des autres. Est-ce que vous dépendez exclusivement, je dirais, du choix des autres? Est-ce que ce que vous êtes est en rapport avec le choix de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous contrôlez réellement votre vie? Est-ce que ce que vous avez envie de faire, vous arrivez à le faire parce que vous le désirez? Ou bien il faut que quelqu'un donne son avis avant que vous ne soyez heureux ou avant que vous ne deveniez ce que vous souhaitez devenir? Pour un enfant, la réponse est très vite trouvée. La plupart du temps, ce sont les parents qui décident. Certes, plus tard, l'enfant peut dériver ou bien, si vous voulez, il peut changer de route, mais n'empêche que lorsqu'il est encore enfant, ce sont les parents qui décident. Est-ce que c'est encore votre cas aujourd'hui? Est-ce que vous décidez je dirais, de l'orientation de votre vie? La question est posée. Et la dernière question, il y en a plusieurs, hein, mais moi j'en ai sélectionné 6. La dernière question, c'est: êtes-vous de ceux qui vont au bout de leurs initiatives et atteignent leurs objectifs? Je le dis parce que depuis quelques années, j'ai fait un constat, et c'est ce constat-là qui m'a amené à écrire mes différents livres et à développer Réussite sans limite. C'est qu'en début d'année, et c'était un exercice que nous faisions tous, et moi je l'ai vraiment beaucoup fait, en début d'année, je m'enfermais dans ma chambre, dans une sorte de pénombre, et puis je commence à: non, cette année, voici ce que je vais réaliser, voici ce que je vais accomplir, voici ce que je vais faire. Et je suis tellement motivé le 1er janvier et le 2 janvier sur ces choses-là que vraiment, je ne me laisse pas distraire. Mais il suffit seulement d'une semaine, sinon d'un mois, je ne me souviens même plus des résolutions que j'ai prises. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je me suis focalisé sur mes émotions au lieu de me focaliser non seulement sur ma vision et sur les objectifs que je vais atteindre et la raison pour laquelle je vais atteindre ces choses-là. Donc, il y a des gens qui définissent des objectifs, mais ils ne les atteignent jamais parce que ces objectifs sont soit mal formulés, soit sont formulés avec les mauvais mots ou avec les mauvaises motivations. Et finalement, ces objectifs-là ne valent rien dans la vie des gens. Ces questions, vous devez en avoir les réponses si vous voulez véritablement avoir une bonne organisation de votre vie, de votre programme, de vos projets, de vos initiatives, ainsi de suite. Le second élément que nous allons voir, c'est: où en êtes-vous aujourd'hui? Ce schéma que je vous montre, c'est un schéma que j'ai conçu il y a, je crois, 6 ans, 7 ans. Mais il figure dans le livre Réussite sans limite, dans le tome 1 du Réussite sans limite. Je l'ai expliqué dedans, mais je l'ai mis à jour entre-temps. En fait, ce schéma m'a été inspiré, je dirais même par le Saint-Esprit, parce que je vous assure, je l'ai reçu, je l'ai conçu, et plus tard, j'ai vérifié, je me suis rendu compte que les informations qui sont dedans sont vérifiables. Par exemple, dans la vie d'une personne, il y a deux échelles. La partie en vert, c'est ce qu'on appelle l'échelle naturelle. C'est-à-dire, un homme, quand il naît, ou une personne, quand elle naît, elle devient enfant, après adolescent, après adulte, après senior. Une personne ne décide pas de sauter l'adolescence, c'est-à-dire elle quitte l'enfance pour passer à l'âge adulte, à son rythme ou à son choix. Personne ne décide. L'échelle naturelle, c'est une échelle qui est imposée à tout le monde et qui nous montre à peu près qu'on appelle à quel niveau de la vie nous sommes. Est-ce que nous sommes encore enfants? Est-ce que nous sommes adultes? Est-ce que nous sommes des seniors, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment les vieux ou bien les personnes âgées, ainsi de suite? On ne décide pas. Dans cette échelle, personne ne décide d'où est-ce que cette personne veut être. Par contre, il y a une échelle abstraite
qui est incluse dans cette échelle naturelle que j'ai appelée l'échelle de l'accomplissement ou du développement, si vous voulez, qui, elle, en fait, est fonction d'un ensemble de choses qui sont censées s'accomplir dans notre vie à un moment donné. Ça veut dire quoi? Par exemple, entre 15 ans et 21 ans, normalement, une personne doit pouvoir faire ce qu'on appelle la révélation du potentiel, qui consiste à quoi? Qui consiste à se connaître soi-même et à connaître ses forces et ses faiblesses et à savoir concrètement qu'est-ce qu'elle vaut, qu'est-ce qu'elle est capable d'accomplir. C'est ce qu'on appelle exister de façon potentielle, c'est-à-dire en puissance. En réalité, souvent, nous avons en nous des capacités. Nous sentons que nous savons faire des choses. Nous sentons que nous sommes capables d'accomplir des choses. Mais nous ne les avons pas encore matérialisées pour que les autres puissent les mesurer. Nous sommes les seuls à le sentir. Quand un enfant ou une personne ou un adolescent a ce genre de capacité, vous allez voir, elle bouillonne beaucoup. Elle réfléchit beaucoup. Et elle seule est capable d'accomplir des choses. Mais jusque-là, ce n'est pas encore révélé. Donc, c'est ce qu'on appelle la révélation du potentiel qui permet à la personne de se découvrir réellement des qualités qu'elle a en elle, mais peut-être à cause des circonstances, elle n'arrive pas à les mettre en valeur. Et le deuxième élément qui ressort ce qu'on appelle la manifestation des talents. En fait, il y a une différence notable entre potentiel et talent. C'est quoi un potentiel? Un potentiel, c'est un concept scientifique, ou si vous voulez, des sciences physiques, qui parle de puissance. Donc, exister en puissance, c'est-à-dire avoir l'idée de l'existence d'une chose. Ce n'est pas une chose qu'on peut palper, elle n'est pas nécessairement tangible, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, mais on sent son existence. C'est comme le courant électrique. On ne voit pas le courant, mais on sent que le courant est là. Mais pour exploiter le courant, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des appareils qui vont capter ce courant-là et qui vont alimenter un certain nombre de choses. C'est ça, exister en puissance. C'est-à-dire la chose, on sait qu'elle est là. Mais pour la démontrer, il faut mettre en œuvre un ensemble d'initiatives. Donc, une personne constituée sent en elle qu'il y a comme un courant qui bouillonne en elle. Et ce courant-là, pour que les autres puissent le voir, le mesurer et dire que cette personne a telle capacité, c'est ce qu'on appelle le talent. C'est-à-dire la mise en œuvre de notre potentiel, ce qui est visible et mesurable, c'est ce qu'on appelle le talent. Quand un Cristiano Ronaldo ou bien un Lionel Messi arrive à jongler, arrive à faire truc tout seul, les gens, dès l'instant où ils commencent à voir en cet enfant ou en cette personne ces qualités-là, à jongler le ballon, à savoir dribbler, à marquer dans des positions extraordinaires, on appelle ça talent. Donc, les autres disent, mais il a du talent. On ne dit pas qu'il a du potentiel, parce que le potentiel n'est senti que par la personne elle-même. Mais le talent, c'est la partie la plus visible et la partie qui fait qu'on peut nous payer, on peut nous récompenser. Donc, en manifestant votre talent, vous révélez en réalité ce que vous avez en puissance en vous, mais vous le matérialisez, vous le rendez tangible pour permettre aux autres de pouvoir l'apprécier, le mesurer. Après, il y a ce qu'on appelle l'expertise senior, c'est-à-dire il y a une période de notre vie où nous pensons que nous avons développé tellement de connaissances que nous avons atteint un niveau excellent, par exemple. Et généralement, c'est entre 35 et 40 ans. La révélation du potentiel, généralement, c'est entre 15 et 21 ans. La manifestation du talent, généralement, c'est entre 18 et 40 ans et peut se poursuivre. Les flèches que j'ai mises, ce sont des flèches qui indiquent que ça peut commencer avant et finir plus tard, pour dire que ce n'est pas une science exacte, mais c'est un constat que j'ai fait et que j'ai relevé. Il y a ce que j'ai appelé le rattrapage accéléré, c'est-à-dire entre 40 et 50 ans, la plupart du temps, il nous reste 10 ans pour réellement passer, pour partir à la retraite. Une véritable retraite, c'est à partir de 45 ans. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la retraite est à 60 ans. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas véritablement prêts à aller à la retraite. Sinon, normalement, après 50 ans, on devait commencer à faire une expérience nouvelle pour notre vie. Vous êtes à une moitié de siècle. Normalement, vous devez passer à une autre étape de votre vie, qui est l'étape de la découverte des choses que vous n'avez pas eu le temps de découvrir. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Parce qu'en réalité, on ne prépare pas suffisamment notre vie future. Et ça, c'est un problème sur lequel vraiment j'insiste la plupart du temps. Il y a ce que j'ai appelé la récolte et gestion des bénéfices,
qui généralement part de 20 à 50 ans. Vous allez vous rendre compte que c'est cette période-là où vous avez véritablement l'énergie pour produire. Pour ceux qui doivent faire des économies, c'est cette période. Pour ceux qui doivent avoir de gros salaires, cette période. Au-delà de cette période, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a ce que j'ai appelé réalisation des initiatives en attente, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Normalement, il y a un âge où on est censé arrêter de travailler et commencer véritablement à vivre. Vous allez vous rendre compte que les maladies de vieillesse, on ne les retrouve que chez les personnes qui n'ont pas préparé leur retraite ou préparé l'âge adulte. Quand l'âge adulte est suffisamment bien préparé, les personnes qui partent à la retraite, la plupart du temps, on a l'impression que ces personnes rajeunissent. Pourquoi? Parce que tout le stress qui avait tendance à les faire vieillir disparaît et maintenant, ces personnes-là vivent en fait un certain épanouissement qui rajeunit certaines de leurs cellules. Donc, finalement, ces personnes-là, c'est comme si elles revivaient de tout. Vous allez voir, par exemple, pour mieux comprendre ces éléments, c'est au niveau du sport. Au niveau du sport, vous allez voir un enfant entre 11 et 12 ans, on commence à détecter en lui vraiment des qualités. Et puis, on commence à le tester autour de 15 ans, 18 ans et autres. Et puis, vous allez voir pleinement, quand l'enfant ou cette personne-là a entre 18 et 35 ans, on dit vraiment elle est pleine d'énergie. Mais quand elle dépasse 30 ans, après 35 ans, au football ou au sport, on trouve que cette personne est vieille. Le terme vieux, bizarrement, dans le conscient des gens, ou si vous voulez, dans le subconscient même, on a l'impression que quand quelqu'un a 35 ans, il fait un sport, il est véritablement vieux. Alors que la personne est encore jeune, elle est dans la fleur de l'âge. Mais c'est selon la discipline dans laquelle cette personne est là qu'on se rend compte que, en fait, l'âge est tel que si vous avez raté cette période de votre vie, une fois que vous atteignez un certain niveau, la plupart du temps, il y a des choses que vous ne pouvez pas réaliser. C'est en même temps l'occasion pour moi d'encourager les uns et les autres à veiller sur chaque étape de leur vie. À quel niveau est-ce que vous êtes? C'est la question que nous nous sommes posées. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à votre vie? Est-ce que vous avancez allègrement vers l'accomplissement de la destinée que Dieu a arrêtée pour vous? Ou bien est-ce que vous êtes du genre à laisser le hasard décider pour vous? Vraiment, il faut qu'on se remette en cause, arriver à un moment, et puis chercher à avancer et passer à une autre étape merveilleuse de notre vie. Grand frère, pardon. Oui. Vraiment, je ne sais pas, mais moi, je suis déjà en train de pleurer parce que ce que tu as partagé là, c'est un peu fort. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais vraiment, je suis déjà en train de pleurer ici. Parce qu'il me dit, mais moi, je suis en retard. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Moi, en tout cas, je ne pense pas avoir déjà entendu ça. Est-ce qu'il y a des questions particulièrement sur ce point-là? On va le prendre et puis passer voilà, Arsène. Oui, Arsène, tu as la parole. D'accord, bonsoir tout le monde, Charlotte. En tout cas, merci à l'orateur. Est-ce que sur la partie rattrapage accéléré, là, peut apporter un peu plus d'éclaircissement? Oui, s'il te plaît. Nous tous, on est dedans. Ah, apparemment, nous sommes dedans. En fait, je pense que chacun de nous peut répondre sur le fait que c'est vrai. Dès qu'on atteint 35 ans, vous allez vous rendre compte que vous commencez à perdre de l'énergie. Vous commencez en fait, c'est le moment où vous avez beaucoup plus d'expérience, où vous avez accumulé tellement de savoir-faire que finalement, qu'est-ce que vous faites pour ceux qui travaillent? Le gars commence à travailler moins parce qu'il estime que le travail qu'on lui donne n'est pas à son niveau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à beaucoup déléguer. Il commence à beaucoup passer la main. Et qu'est-ce qui se passe inconsciemment? Il désapprend. Il n'avance plus correctement. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il commence à justifier le fait que les gens ne lui font pas confiance et autres. C'est vrai, il avait la compétence et puis les gens ne voulaient pas le faire évoluer pour une raison ou pour une autre. Pour nous qui sommes chrétiens, souvent, il y a certaines choses qui arrivent dans les organisations dans lesquelles nous travaillons qui sont des réalités. Mais dès qu'on atteint généralement 35 ans et qu'on pense trop savoir, arrivé un moment, qu'est-ce qu'on fait? On travaille moins et on commence à donner des raisons valables à ces gens qui disaient qu'on n'avait pas le niveau. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on atteint 40 ans, généralement, c'est une période qui est critique dans la vie d'une personne
Et je pense qu'il y a ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, je crois la crise de la quarantaine. Je ne sais plus si j'utilise. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une période où c'est comme si on s'arrêtait un instant et puis on commence à se questionner. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Les gens, surtout ceux qui dépendent des autres, ceux qui n'ont pas le contrôle de leur vie, se rendent compte que s'il leur arrive un malheur aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui ont une famille, cette famille-là sera dans la disette, dans la misère. Donc, la réflexion, c'est quoi? De combien de temps j'ai besoin, avec l'énergie restante là, que je peux aussi appeler l'énergie du désespoir, même si ce n'est pas le cas, mais combien de temps il me reste concrètement pour accomplir des choses? En 10 ans, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais cela va nous demander beaucoup plus d'efforts que si nous avions commencé à 20 ans. De 20 ans à 40 ans, ça fait 20 années. Mais là, on a juste 10 ans. Donc, vous vous rendez compte qu'en 10 ans, vous êtes censé accomplir quelque chose que vous êtes supposé avoir fait en 20 ans. Donc, vous êtes obligé de redoubler d'efforts. Vous êtes obligé de donner beaucoup plus de vous-même, à être beaucoup plus absent, sinon à être moins présent pour peut-être votre famille. Pourquoi? Parce que le temps est très court pour pouvoir parvenir à faire du rattrapage. C'est ce qu'on appelle le rattrapage accéléré. Donc, c'est une période où c'est comme si vous courez pour atteindre votre but. Parce que vous ne l'avez pas réalisé. Parce qu'à partir de 50 ans, vous n'aurez plus les mêmes forces. Même l'intelligence, la même intelligence, ce n'est pas évident que vous l'ayez. Vous avez l'expérience qui va avec. Mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on parle de IA. Tout ce qu'on a développé avec les connaissances qu'on a, il suffit qu'un enfant de 15 ans aille s'asseoir sur un ordinateur, il tape juste un prompt, et puis il a les résultats qu'il faut, que nous, on a développé depuis je ne sais plus combien d'années. Donc, ils ne font plus faire d'efforts pour pouvoir produire ce qu'on faisait. Donc, vous allez vous rendre compte qu'arrivé un moment, on n'aura plus la capacité de vendre ce que nous avions. En tout cas, ce qui était avant quelque chose de qualité, finalement, ça ne l'est plus parce que c'est plus adapté à la période ou à l'époque. Donc, si vous ne faites pas ce rattrapage accéléré, vous risquez de rentrer dans l'âge après 50 ans sans avoir véritablement préparé votre vie après les 50 ans. Vous avez vécu un demi-siècle. De quelle façon? Est-ce que c'est de façon productive? Est-ce que c'est suivant une feuille de route et vous avez atteint vos objectifs? Si oui, OK. Mais après 50 ans, vous passez à une autre étape de votre vie. Est-ce que cette étape-là va ressembler à l'étape précédente? C'est ce qu'on ne veut pas. C'est ce qu'on ne souhaite pas. C'est pour cette raison que cette étape s'appelle la réalisation des initiatives en attente. C'est-à-dire les choses de notre vie qu'on n'a pas eu le temps d'accomplir. Normalement, après 50 ans, on est censé être libre. On est censé prendre notre retraite. On est censé être indépendant pour pouvoir véritablement vivre nos rêves qu'on n'a pas eu le temps de vivre. Vous allez voir, ceux qui sont véritablement riches, c'est des choses qu'ils arrivent à accomplir. Pourquoi? Parce que à cette période-là, on va se rendre compte que si on a suffisamment d'énergie, ou plutôt d'économie, on sera capable de faire des choses. Pourquoi est-ce qu'on souffre? C'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'économie pour nous permettre de vivre cette période-là pleinement. Et cette période ne dure pas 10 ans. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas l'âge auquel vous allez mourir. Peut-être vous allez mourir à 80 ans, à 90 ans, vous ne savez pas. Donc, de 50 à 90 ans, c'est 40 ans. La question, c'est est-ce que votre économie, là, peut vous permettre de vivre encore 40 ans sans travailler? La question est posée. C'est pour cette raison que vous devez concevoir tout cela depuis un bon moment. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, il faut que vous commenciez à travailler avec des objectifs clairs et que vous redoubliez d'efforts. En fait, c'est ce que cette échelle-là essaie d'expliquer. J'ai préféré rentrer pour réexpliquer pour que les parties qui ne sont pas suffisamment claires là, vous puissiez véritablement les prendre en compte. Je ne sais pas si, en plus de la question, j'ai pu répondre à d'autres questions qui... Oui, voilà. C'est bon. En tout cas, c'est bon. C'est bon, on peut continuer. Merci beaucoup. C'est quelque chose que j'ai développé. Je vous l'assure, la première fois que j'ai fait face moi-même à cette réalité que j'ai développée, j'ai eu honte de moi parce que j'avais évalué mon retard d'au moins 10 ans. Je m'étais rendu compte que j'étais en retard d'au moins 10 ans. Et je suis en train de parler de quelque chose qui est passé en 2015. Hein. 2015 ou truc, donc il y a au moins 10 ans en arrière, j'étais en retard de 10 ans. Supposons un instant que malgré le fait que je sache cela, que je ne fasse rien. Ce n'est pas 20 ans de retard. Hein. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que un jour perdu, ce n'est pas... Quand on dit un jour perdu, c'est-à-dire, sur mon objectif, si je n'ai pas pu accomplir quelque chose en un jour,
Je ne perds pas un jour. En réalité, je perds exponentiel quelque chose. Ce n'est pas un jour. Parce que la valeur d'un jour, c'est-à-dire la valeur du résultat qui correspond à un jour, ce n'est pas nécessairement un jour. C'est exponentiel de quelque chose. C'est pour cette raison que vous allez voir, si vous avez raté quelque chose, c'est l'année prochaine que vous devez attendre. Mais de vous à moi, quelque chose que je n'ai pas pu faire cette année et que je commence l'année prochaine, ce n'est pas les mêmes valeurs. Donc, cet exponentiel-là doit faire un tic dans notre tête. Parce que d'autres personnes, surtout ceux qui aiment procrastiner, ceux qui aiment remettre à demain, et ils pensent que non, demain je vais faire. Attendez, vous ne perdez pas un jour. C'est l'erreur que les gens font. Comme c'est hier que je devais faire, je n'ai pas fait, perdu un jour. Ce n'est pas vrai. Hein? Vous avez perdu le résultat d'exponentiel quelque chose. C'est ce quelque chose-là, j'ai prié, je me rappelle, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi l'intelligence pour que je comprenne quel est le paramètre de perte réelle quand on n'a pas un jour. Et je vous assure, quand vous prenez conscience que quand vous avez laissé quelque chose que vous devez faire hier à aujourd'hui, ce n'est pas un jour que vous perdez, vous changez votre façon de travailler. Et c'est vraiment l'occasion pour interpeller les uns et les autres. Le troisième chapitre, c'est que faites-vous de vos journées? Ce travail aussi, je l'ai fait il y a 10 ans, je crois 2015 ou 2014. Je me suis assis un jour et puis je me suis demandé à moi-même, mais concrètement, comment je passe mes journées? Et j'ai fait un exercice. Mais ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que réussir son organisation va exiger d'avoir au préalable une parfaite connaissance du mode d'occupation de chaque heure, de chaque journée de la semaine. Si vous voulez vous organiser et que vous ne savez pas concrètement comment est-ce que vous dépensez une journée dans une semaine donnée, vous allez vous perdre. Pourquoi? Parce que généralement, le lundi de chaque semaine, tous les lundis de chaque semaine se ressemblent, généralement. De la même manière, les dimanches de chaque semaine se ressemblent, les mardis se ressemblent, ainsi de suite. Donc, si vous parvenez à déceler ou à relever comment est-ce que vous occupez une semaine réellement, vous allez avoir une idée de comment est-ce que vous utilisez chaque heure de votre journée. Donc, cette organisation va consister principalement à avoir une excellente estimation des occupations horaires sur une semaine, à regrouper les activités et à les évaluer selon une durée donnée, et analyser votre occupation et tirer des conclusions idoines. Cela va vous permettre de savoir concrètement est-ce que vous utilisez de façon efficace les heures que le Seigneur a mises à votre disposition. Donc, généralement, toutes les semaines ont le même schéma, comme je l'ai dit. Et voici ce que j'ai relevé quand moi j'ai commencé à me remettre en cause. J'ai établi ce tableau-là. En fait, bon, je vais mettre plutôt l'exemple pour que vous voyez de quoi il s'agit. C'est le même tableau, hein, c'est ce tableau-là qui est mis comme ça. Généralement, qu'est-ce que je fais? Les mêmes activités pour chaque jour, je les mets dans une couleur donnée. Donc, vous allez voir, par exemple, que le vert foncé que j'ai ici signifie heure de sommeil. Donc, les heures pendant lesquelles je dors. Dans le temps, c'était entre 22h et 4h30, 5h, 6h du matin, parce que j'avais pris une habitude de me réveiller autour de 3h30, 4h pour prier. C'est vrai que ça a changé entre-temps, mais c'était un peu comme ça que j'évaluais mes journées. Et ce qu'il y a au milieu, c'est ce que j'ai appelé, plutôt le foncé un peu blanc là, c'est ce que j'ai appelé les heures modulables. C'est-à-dire que ce sont des heures qui n'ont pas une activité précise, mais que je peux adapter à ma guise. Et de 8h jusqu'à 17h, généralement, c'est l'heure de travail. Et au milieu, autour de midi et 13h, c'est 1 heure de pause. Le samedi, j'ai beaucoup plus de temps dans mes sommeils et puis de temps modulable. Le dimanche, c'est quasiment pareil, mais le dimanche, ce qui est sombre, c'est le temps que je passe à l'église. Et cet exercice-là, qui part de minuit à minuit sur une semaine donnée, normalement me donne cette estimation. Ça, c'est le tableau de l'estimation. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on l'exploite vraiment. Donc, dans mon cas, par exemple, entre lundi et vendredi, la plupart du temps, je dors 6 heures du temps. Ça peut être moins, hein, il y a des fois où c'est moins que ça. Mon temps de travail, c'est 8 heures, ou c'était 8 heures. La pause, c'est 1 heure. Et
les occupations personnalisées, c'est-à-dire les occupations qui ne sont pas des choses qui sont journalières, mais que je définis moi-même. Mais qui sont des occupations qui deviennent en fait des occupations à part entière, telles que aller à l'église, ainsi de suite. Les mardis, généralement, nous, on a nos cultes du soir, autour de 2 heures de temps. Et puis les dimanches, je passe pratiquement 7 heures à l'église parce que pendant que je faisais cette estimation, j'étais président de la jeunesse de mon église et j'étais dans le bureau de la jeunesse. Donc, cela faisait que je prenais beaucoup plus de temps à l'église. Donc, après le culte, on a des réunions, on a des rencontres, on a des réunions avec les jeunes, ainsi de suite. Donc, j'ai évalué ça pour le dimanche. Et les heures modulables, du lundi au dimanche, j'ai essayé d'estimer quels sont les moments où je n'ai pas vraiment une activité précise, mais que je définis l'activité en fonction du besoin ou en fonction des occasions qui se présentent. Quand j'ai fini l'estimation, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que je prenais 27% de mon temps pour dormir, 24% de ce temps au travail. J'avais une pause autour de 3%. Et le temps que je passe à l'église, c'est 5%. Ça, c'est sur la semaine. Hein. Et qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que 41% de mon temps n'est pas réellement défini. C'est-à-dire que j'ai autour de 41% de mon temps disponible sur les 168 heures de la semaine, sur lesquelles je n'ai pas d'activité précise. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, nous occupons ces activités avec des activités, plutôt ce temps, avec des activités qui nous récompensent quelque part. C'est-à-dire qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Être sur Facebook, c'est une récompense. Regarder la télé, c'est une récompense. Faire quelque chose qui me plaît à un moment donné, c'est une récompense. Parce que c'est quelque chose qui me réjouit. La question, c'est est-ce qu'en le faisant, cela m'aide à pouvoir véritablement atteindre le but ou les objectifs que je me suis assigné, par exemple, sur l'année. Si en étant sur Facebook tout le temps, fait partie du travail que j'ai à faire et que cela me récompense, OK. Mais si je passe 41% de mon temps, c'est-à-dire du temps de ma semaine, 41%, c'est beaucoup, c'est-à-dire 69 heures sur 168 dans la semaine, sur Facebook, à ne rien faire, en réalité, je passe à côté de ma destinée et finalement, l'échelle que j'ai montrée tout à l'heure va être pour moi un problème et finalement, je vais vivre une vie, comme je le dis souvent, dénuée d'innovation, une vie maussade, fade, parce que je ne travaille pas véritablement me construire. C'est un véritable problème. Donc, comment est-ce que vous occupez chaque journée? Parce que 24 heures dans une journée, fuit. Hein? Et ce qui est intéressant avec le Seigneur, il ne vous redemandera pas la journée, mais ce que vous perdez, c'est quoi? C'est que vous perdez 24 heures à ne pas être efficace. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous ne perdez pas 24 heures en réalité. Le résultat que vous devez obtenir en 24 heures, c'est exponentiel de quelque chose que vous avez perdu. C'est comme ça que vous devez raisonner. C'est pour cette raison que chacun de nous doit comprendre que son organisation est indispensable pour atteindre ses buts. Ça, c'est la première étape, qui consiste à rentrer en soi-même, à s'interroger, à savoir concrètement comment est-ce que j'exploite mes journées. Est-ce que je suis suffisamment efficace pour les buts que je vais atteindre? Si oui, OK, j'avance. Sinon, qu'est-ce que je dois reconstruire? La seconde étape d'une organisation personnelle, c'est ce qu'on appelle la planification. Donc, les principes de planification, c'est quoi la planification en fait? En un, la planification est une démarche qui va conduire à se projeter sur une période de temps tout en formalisant qui nous allons travailler à devenir à la fin de cette période. C'est ça la planification. Donc, je vais me projeter sur le temps et puis travailler à devenir la personne que je veux travailler, et à faire en sorte de définir quelle est la personne que je veux devenir. Là, on n'est pas encore dans le modèle concret, on n'est pas encore à la mise en œuvre, comme nous allons voir tout à l'heure, mais ici, on est dans la phase de planification, donc c'est une phase de conception. La seconde chose, la planification est une démarche qui conduit à définir des objectifs qui sont en parfaite adéquation avec la vision de soi
qui vaut la peine d'être accompli. Je précise, qui vaut la peine d'être accompli. C'est-à-dire que si un objectif ne vaut pas la peine d'être accompli, ça ne sert à rien de l'avoir comme objectif. Mais dès l'instant où il vaut la peine d'être accompli, il devient un objectif qui doit revêtir de la clarté, la simplicité, de la cohérence et du réalisme. C'est-à-dire qu'il doit être clair, simple, cohérent et réaliste avec la vision que nous voulons atteindre. La planification, c'est aussi une démarche qui va conduire à définir l'ensemble des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce sont nos objectifs. C'est nous qui décidons de devenir telle ou telle personne, d'atteindre tel ou tel niveau, d'avoir telle ou telle connaissance. Donc, nous devons rechercher, nous devons définir pendant la phase de planification les ressources dont nous aurons besoin pour atteindre ces objectifs. Ces ressources-là, ça peut être des formations, ça peut être des séminaires, ça peut être la lecture, ça peut être n'importe quoi, mais l'idée, c'est quoi? C'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Il faut que vous définissiez ces ressources-là pendant la phase de planification. Et la planification, c'est aussi une démarche qui va conduire à élaborer le plan d'action dont la mise en œuvre opérationnelle, c'est-à-dire la mise en œuvre réelle, devra permettre d'obtenir les résultats escomptés conformément aux objectifs. Donc, ça, c'est les 4 premières étapes de la planification. La dernière étape de la planification, c'est définir un mode de contrôle et d'évaluation des actions définies afin de s'assurer d'avancer dans la bonne direction. Si vous estimez que vous avez des objectifs à atteindre et que vous les suivez, la question c'est quels sont les éléments qui vous permettent d'être sûr ou de vous rassurer que vous avancez bien vers votre objectif. Je crois qu'il y a une citation qui dit que, malheureusement, mais je vais la trouver, mais c'est une citation qui me plaît beaucoup, qui dit que quand vous grimpez une échelle sur un mur, assurez-vous que vous êtes sur le bon mur. Pourquoi? Parce que si vous arrivez au bout, après vous vous rendez compte que vous êtes sur le mauvais mur, vous verrez le temps que vous aurez perdu sera un temps vraiment, un temps gaspillé, je vais dire comme ça. Mais un temps gaspillé, je le répète encore, ce n'est pas juste un temps, mais c'est exponentiel de quelque chose que je perds. Donc, je perds beaucoup. C'est pour cette raison qu'en évaluant et en contrôlant, vous savez à peu près où vous allez. Est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Est-ce que vous devez réorienter vos voiles pour avoir la bonne orientation qu'il faut? Ce sont ces questions qu'on se pose quand on fait le contrôle et l'évaluation. Cela nous amène à voir quels sont les avantages qu'il y a à être organisé personnellement. J'en ai relevé 6, il y en a plusieurs. Hein. Je répète toujours, ça ne sert à rien de mettre beaucoup de choses et puis à la fin, les gens ne retiennent pas. Mais j'aime beaucoup me limiter à 5, 6, maximum 10. Le premier élément, c'est la clarté dans les priorités. Quand vous êtes organisé, vous connaissez vos priorités de façon claire et vous savez comment vous y attelez. Vous êtes efficace et productif. Vous réduisez le stress et les surcharges, je dirais, mentales. Et vous allez voir que quand vous êtes véritablement organisé, vous êtes moins stressé et vous êtes plus efficace dans ce que vous faites. Quand vous êtes bien organisé, vous êtes résilient face aux imprévus. C'est-à-dire que vous avez le temps de réagir et de ne pas vous laisser avoir par les situations que vous ne contrôlez pas. Parce que la résilience, c'est la capacité d'une personne à se relever après peut-être une tempête ou après une situation qui, normalement, devait la réduire à néant. Je pense qu'on en avait parlé la fois dernière. Le 5e élément comme avantage, c'est le développement de la discipline personnelle. Quand on est organisé, on est discipliné. Quand on dit je veux être discipliné, il faut apprendre à s'organiser. Quand vous savez à peu près comment est-ce que vous devez gérer chaque heure de votre journée, par défaut, vous devenez discipliné. Et le dernier élément, c'est une meilleure qualité de vie et un équilibre global. Globalement, vous êtes équilibré dans tout ce que vous faites. Parce que vous avez une vue claire de ce que vous voulez faire. Vous savez où vous voulez partir, à quel moment partir. Vous savez même dire non. Parce que s'engager maintenant dans telle ou telle initiative n'est pas peut-être adapté avec le moment. Donc, votre vie est beaucoup plus saine, de façon résumée. La triptyque vision, but, objectif. J'ai voulu en fait parler brièvement de cet élément parce que
quand on parle d'organisation, il faut bien avoir une vision qui s'appuie sur un but et sur lequel un objectif est défini ou des objectifs sont définis. Donc, la vision, c'est quoi? C'est une projection mentale, une projection mentale claire, vivante et inspirante de ce que l'on désire accomplir ou incarner dans le futur. Claire, vivante et inspirante. C'est-à-dire, si votre vision n'est pas suffisamment claire pour que vous-même vous soyez rassuré, n'est pas vivante, c'est-à-dire quelque chose qui vous donne envie d'y aller, ou même qui vous inspire. C'est-à-dire, vous savez que si vous le faites, il y a quelque chose de grand qui va naître. Si vous n'avez pas cela, en réalité, ce n'est pas une vision. Ou si vous voulez, ce n'est pas une bonne vision. Elle n'est pas un simple souhait ou un rêve vague. Les gens ont tendance à confondre le rêve et la vision. Ce sont deux choses différentes. Elle trace une direction déterminée, une trajectoire ambitieuse qui structure nos actions, influence nos décisions et oriente nos priorités au quotidien. Quand vous avez une vision claire, généralement, cette vision-là va forcément influencer votre choix, vos décisions, vos actions. Donc, il agit comme un phare dans la nuit et la vision va éclairer notre route, surtout lorsque les circonstances deviennent incertaines. Quand vous avez une vision suffisamment claire, même quand les choses commencent à être brouillées, vous ne perdez pas de vue cette vision. C'est un peu comme Joseph, ouais, je pense que l'exemple est bien donné, qui avait une vision de grandeur qu'il avait reçue de Dieu. Les circonstances, en fait, avaient pour objectif de brouiller cette vision, mais c'est-à-dire que sa vision était tellement claire, et ce qu'il allait devenir était tellement clair que Joseph ne s'est pas détourné de la route, ou si vous voulez, du chemin où il partait. Et sa vision éclairait sa route parce qu'il savait où il allait. Il savait que ça allait arriver. Donc, il ne s'est pas laissé, je dirais, dérouter par la haine de ses frères, par le fait qu'il avait été esclave en Égypte, de ce qu'il s'était retrouvé en prison suite à une fausse accusation, de ce que des gens qui l'ont aidé l'ont oublié. Mais plus tard, il s'est rendu compte que toutes ces circonstances, si elles n'arrivaient pas de cette façon-là, il ne serait jamais rentré dans l'accomplissement de sa destinée. Il fallait qu'il les suive. Il les vive telles qu'elles se sont présentées pour que véritablement il puisse entrer dans son accomplissement prophétique. Donc, pour qu'elle soit véritablement mobilisatrice, et une vision doit être clairvoyante, c'est-à-dire elle doit vous permettre vraiment de voir au-delà même de ce qui est simple. Donc, elle doit être formulée de façon limpide et compréhensible. Elle doit être élevée. Il faut que vous ayez une vision élevée. Ça ne sert à rien de se leurrer avec une petite vision sous prétexte qu'on est humble. Non. La grandeur d'une vision n'a rien à voir avec l'humilité ou l'orgueil. Voir grand est une façon pour nous de définir le fait que la grandeur de la vision de Dieu en nous est telle que nous ne pouvons pas accomplir de petites choses. Donc, vous devez voir forcément de façon élevée. Elle doit être inspirante et délimitée dans le temps. Votre vision doit être limitée dans le temps. Il faut le définir. Puisque c'est la base du but et de l'objectif que nous allons voir tout à l'heure. Donc, votre vision doit être une vision qui est projetée selon le temps. Donc, une vision authentique ne se contente pas de projeter un futur désirable. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire, c'est ça que je veux devenir. Mais elle fait naître l'énergie nécessaire pour le construire étape par étape. Ça veut dire que quand vous avez une vision suffisamment claire, vous allez voir que l'énergie qui va vous permettre d'atteindre cette vision-là est telle que vous êtes enthousiaste quand vous devez, par exemple, faire quelque chose qui est inconfortable. Quand vous devez sortir de votre zone de confort, vous l'acceptez volontiers parce que ce que vous devez atteindre est trop grand pour que vous le sacrifiez à cause de choses qui n'ont pas de sens. Le deuxième élément de la triptyque, c'est le but. Le but est une intention précise, consciente et délibérée qui exprime ce que l'on désire accomplir dans un domaine donné de sa vie. C'est-à-dire, c'est comme la cible. Quand on veut faire le tir à l'arc, l'élément qu'on vise là, c'est ce qu'on appelle la cible, c'est le but. Donc, le but va représenter une destination, c'est-à-dire le chemin. Une destination, une orientation ciblée qui structure nos priorités, oriente nos décisions et alimente la dynamique de nos actions
L'objectif, c'est justement d'accomplir la vision que nous avons de nous-mêmes ou la vision que nous avons arrêtée. Donc, c'est comme le chemin que vous allez emprunter pour pouvoir atteindre, accomplir la vision que vous avez arrêtée. Donc, tandis que la vision dessine un horizon large et inspirant, le but en matérialise un point d'arrivée spécifique. Donc, c'est le but qui va vous dire la vision telle que vous l'avez définie. Il faut que vous atteigniez tel élément. Il faut que vous fassiez telle chose. Une fois que vous les avez, vous allez voir que votre vision s'est accomplie tout elle-même. Donc, le but va répondre aux questions du genre où veux-tu aller ou que veux-tu concrètement atteindre. L'objectif, c'est quoi? Donc, un objectif est une étape précise, concrète et mesurable qui oriente les actions vers un résultat attendu dans un délai déterminé. Donc, l'objectif joue un rôle stratégique essentiel. Donc, il donne une orientation claire, facilite la prise de décision et il permet une évaluation continue du progrès. Donc, grâce à sa délimitation temporelle et mesurable, l'objectif sert de repère d'avancement. Donc, il transforme une ambition globale en résultat concret, ainsi de suite. Il doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, ainsi de suite. En gros, c'est quoi la vision? On va prendre un exemple. Supposons que vous avez un séminaire, le Sec Joseph a un séminaire à organiser à Boaké. C'est quoi la vision dans ce cas? La vision pour Melinda sera d'organiser une rencontre excellente, une rencontre des élites à Boaké, qui va voir la participation de vraiment un grand monde au niveau de Boaké et qui va véritablement amener les gens à un changement de mentalité. Ça, c'est la vision de Melinda pour le Sec Joseph. C'est un exemple que je donne. Le but, c'est quoi? Le but, c'est c'est-à-dire, par quel moyen est-ce que je vais arriver à faire cela? Melinda va dire, il nous faut absolument regrouper les gens dans un amphithéâtre et il nous faut au minimum 2000 personnes. Vous voyez, il commence à être un peu plus précis. 2000 personnes au centre culturel Jacques Aka de Boaké. Ça, c'est le but de Melinda. Rassembler au moins 2000 personnes à Jacques Aka, Boaké, et je vais animer le séminaire. Ça, c'est le but. Et c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est comment je fais pour arriver à Boaké, à Jacques Aka. En plus de cela, à 9 h du matin, c'est-à-dire à 9 h du matin, je dois être à Jacques Aka, l'ordinateur allumé, le projecteur ou bien l'écran branché et tout est mis en place. Il va me falloir soit partir en véhicule personnel ou en car. Il va falloir que j'arrive suffisamment tôt, soit pour me reposer, soit pour ne pas être en retard au séminaire. Il va falloir que j'ai mon ordinateur avec la présentation qui est finalisée. Il va falloir que mon ordinateur soit chargé ou à la limite, il faut qu'il y ait du courant dans la salle pour que je projette. Ça, c'est un exemple. Vous voyez comment on définit en fait. C'est-à-dire qu'elle a eu sa vision d'organiser son séminaire. Elle a eu le but de se retrouver avec 2000 personnes dans la salle Jacques Aka de Boaké. Et en objectif, c'est quels sont les différents moyens par lesquels elle va arriver à organiser son séminaire. Si elle a sa présentation, si l'ordinateur est là, si elle a pu arriver à Boaké à temps, vous allez voir que tout le reste va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Melinda a besoin d'être à Boaké pour que sa vision s'accomplisse. Elle est à Boaké, elle se trouve à Jacques Aka de Boaké, elle a eu la salle, les gens sont dans la salle, elle anime son séminaire, à la fin, elle est satisfaite. Pourquoi? Parce qu'elle a pu véhiculer le message de transformation. C'est ce qu'on appelle la triptyque vision, but, objectif. Dans votre vie, vous devez faire pareillement. Dans votre organisation, vous devez faire pareillement. Vous devez savoir concrètement, vous visez quoi? Où vous voulez aller? Et quels sont les éléments dont vous avez besoin pour parvenir à réaliser cela? Et je vous encourage véritablement à vous définir des buts, une vision, un but et des objectifs. En étape 3, le deuxième élément que j'ai conçu et que je vais vous présenter, que j'ai appelé la matrice perspective décision. Permettez que je regarde le temps pour ne pas trop tirer sur le temps.
C'est quoi en fait? Ce que nous devons retenir, c'est que chaque jour, 24 nouvelles heures se déroulent sous nos pas comme un tapis que nous sommes appelés à fouler avec intention et responsabilité. Avec intention, c'est-à-dire qu'on le fait de façon consciente et on le fait de façon délibérée. Avec responsabilité, c'est-à-dire en le faisant, on sait pourquoi on le fait et on assume les raisons pour lesquelles on le fait. Ainsi, à l'issue de chacune de nos journées, donc dépend trois forces. Donc, on dit plutôt, l'issue de chacune de nos journées dépend de trois forces essentielles. Donc, pour que chaque journée puisse véritablement s'accomplir comme on veut, il y a trois éléments. Premièrement, les desseins spécifiques de Dieu pour votre vie. Il y a des gens qui sont morts au réveil ce matin. Est-ce parce qu'ils sont inutiles? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, si le Seigneur avait besoin d'eux, il les aurait ressuscités ou bien il les aurait épargnés. Donc, il y a les desseins spécifiques de Dieu pour notre vie qui est une raison valable pour qu'on vive et qu'on accomplisse quelque chose. Donc, cela relève de la souveraineté de Dieu. Le deuxième élément qui caractérise nos journées, c'est l'influence des autres. Qu'on le veuille ou non, dès l'instant où nous vivons dans un environnement où il y a des hommes, nous serons toujours influencés par ces hommes, soit positivement, soit négativement. Donc, que vous vouliez ou non, vos résultats peuvent être aussi fortement affectés par les interactions, les alliances, les oppositions, les encouragements que vous recevez des autres. C'est pour cette raison que vous devez vous entourer des bonnes personnes, pour que ces personnes-là aient une bonne influence sur vous. Et le troisième élément, ce sont vos propres actions, c'est-à-dire vos actions concrètes. Donc, chaque décision, chaque geste, chaque effort ou négligence vous rapproche ou vous éloigne de vos objectifs les plus fondamentaux. Si vous décidez en une journée de passer le temps sur Facebook, ne soyez pas surpris que votre vie soit de piètre qualité. Donc, il est vrai que vous ne contrôlez pas tous les éléments de votre environnement. Ça, c'est évident. Si chacun devait tout contrôler, finalement, le monde allait dépendre de nous. Mais vous portez une grande responsabilité dans la manière dont vous allez répondre à tout ce qui vous sera envoyé. Mark Zuckerberg a créé Facebook. Ce n'est pas lui qui vous a dit de passer toute la journée sur Facebook. Hein. D'ailleurs, il y a des gens qui passent la journée sur Facebook, ils sont multimillionnaires. Donc, c'est ta façon d'utiliser ce qu'il t'a proposé qui est le problème. Donc, c'est ta réponse à ce qui t'est offert là, qui est en vérité ce qui dépend de toi. Donc, vous êtes l'artisan de vos réponses, de vos priorités et de vos choix. Donc, c'est vous qui décidez. C'est vous qui acceptez de donner une certaine réponse à ce qui arrive. Si quelqu'un vous insulte, vous avez le choix de réagir, tout comme ne pas réagir. Quoi qu'il en soit, vous avez un choix à faire. Donc, il ne faut jamais oublier cette vérité puissante, c'est que il vous sera fait selon votre foi. Il vous sera fait selon votre foi. Ce que vous avez décidé d'accomplir dans une journée, si vous y mettez votre foi, vous allez voir, vous allez l'accomplir. Et la foi, pour faire peut-être une petite digression, je ne vais pas durer dessus. En fait, quand on parle de foi, la foi, ce n'est pas, la foi a deux dimensions. La foi a une dimension abstraite et une dimension concrète, ou si vous voulez, tangible. La dimension abstraite, elle nous exige de croire, de désirer fortement et même de voir la chose dans notre esprit. La partie concrète, c'est l'action. J'agis, je pose un acte concret et c'est cet acte-là qui vient dire qu'effectivement, j'ai en moi quelque chose d'abstrait. Et c'est l'acte que je pose, que Dieu utilise ou amplifie et à laquelle Dieu donne une réponse. Donc, l'action que je vais poser sera l'élément déclencheur de mon accomplissement. Donc, si je crois sans agir, je ne posséderai rien. C'est pour cette raison que Jacques insiste beaucoup sur le fait qu'une foi sans action est morte. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la foi avec les œuvres. Une foi sans œuvre, c'est-à-dire une foi sans action, en réalité, ce n'est pas une foi, parce que la foi n'existe que dans ces deux dimensions. Si vous n'avez qu'une seule dimension, vous avez ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance, elle est abstraite. L'espérance, c'est le fait de croire simplement qu'une chose peut arriver.
Mais le fait de poser un acte, c'est de démontrer que la chose à laquelle je crois peut réellement arriver. Et la preuve, c'est quoi? Voici l'acte que je pose comme élément concret de ce que je crois. En fait, c'est ça la foi. Donc, ce que nous devons aussi retenir, là, je ferme ma parenthèse, c'est qu'aucune énergie ne se perd. Ce que vous n'avez pas concrétisé dans votre vie, ça peut être par abandon ou par peur ou par distraction, a nourri consciemment ou inconsciemment la réalité de quelqu'un d'autre, proche ou lointaine. C'est une erreur de croire que quand vous perdez quelque chose, la chose est perdue. Non. Vous l'avez peut-être perdu vous, mais quelqu'un d'autre l'a récupéré ailleurs. Le fait que vous devez prendre un taxi et que vous l'avez manqué, c'est quelqu'un d'autre qui prendra le taxi. Donc, votre perte est une opportunité pour quelqu'un d'autre. Donc, ne pensez pas que parce que vous avez perdu quelque chose, le monde s'arrête. Non. Le monde continuera de tourner même si vous n'atteignez aucun objectif de votre vie. Le seul qui va en souffrir, c'est vous. Parce que vous allez perdre exponentiel de quelque chose de votre vie. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, vous pouvez choisir de redéfinir vos priorités, de recentrer vos efforts sur les domaines les plus capitaux et d'y investir les ressources nécessaires, c'est-à-dire votre temps, votre énergie, votre foi, votre savoir, votre discipline. Donc, il faut que vous ayez forcément en vue d'accomplir de grandes choses et de poser les actes qui vont avec. Donc, la trajectoire de votre vie est fonction de ce que vous sèmerez intentionnellement dans ces 24 opportunités renouvelées, 24 heures qui vous sont données. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites des 52 semaines que Dieu vous donne? Des 365 jours que Dieu vous donne? Est-ce que vous les exploitez comme il se doit? Est-ce que les promesses que vous vous êtes faites le 1er janvier, je dirais 2025, vous êtes toujours dans son accomplissement ou dans leur accomplissement? Ou bien vous vous êtes juste contenté de vous leurrer en vous blaguant comme on le fait de façon truc? Non, je vais accomplir ça. Et puis finalement, à ce jour je crois, le 18 mai, le 18 mai 2025, vous ne vous souvenez même pas des promesses que vous vous êtes faites. Pourquoi? Parce que vous vous êtes l'heureux vous-même en faisant croire que vous poursuivez quelque chose. La matrice en elle-même est composée de 2 parties. Il y a la première partie que j'ai appelée les décisions. Et on peut la matérialiser de cette façon-là. Les décisions, il y a 2 parties. Il y a la partie que j'ai appelée la partie déconstruction et la partie construction. La partie déconstruction, désolé, la partie déconstruction va consister à quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je dois supprimer? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je fais trop, que je dois réduire? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je dois éviter? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je fais aujourd'hui, mais que je dois suspendre sans l'éliminer parce que je peux le reprendre plus tard? Il n'est pas opportun de le faire aujourd'hui, mais je peux le faire plus tard. Ça, c'est la déconstruction. Dans la partie construction, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je dois activer? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je dois suivre? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je fais, mais que je ne fais pas suffisamment, mais que je dois amplifier, je dois faire plus que je ne fais d'habitude? Qu'est-ce qui n'existe pas dans ma vie que je dois créer? Et vous allez voir, en fait, il y a comme une opposition entre construction et déconstruction, mais ce n'est pas le cas. Supprimer ne signifie pas contraire de créer, non. Supprimer signifie, j'ai dans ma vie des choses que je dois totalement éliminer parce que leur présence est nuisible à l'avancée ou à l'atteinte de mes objectifs. Je dois les supprimer. Par contre, il y a des choses dans ma vie qui n'existent pas. Pendant que j'en supprime certaines, il faut que j'en crée d'autres. Par exemple, je ne lis pas. Il faut que je crée la lecture dans ma vie. Il faut que je crée de la lecture dans mes habitudes. Il faut que je puisse commencer à m'habituer à suivre une formation YouTube tous les jours sur tel domaine, sur telle période. Ça, c'est la création. Il y a des choses que je fais beaucoup qui ne doivent pas être. Je suis trop sur Facebook. Je dois réduire. Mais je ne suis pas suffisamment les conférences que le Sec Joseph donne. Il faut que j'amplifie cela. Il faut que j'en fasse davantage. Il y a des choses que
qui viennent vers moi, mais je dois les éviter parce que si je me lance dans ces choses, ça va me détruire. Par contre, il y a d'autres que je dois suivre. Je ne les suivais pas avant, mais je dois commencer à les suivre. Il y a des choses qui sont actives dans ma vie, je dois les suspendre un peu, sans les supprimer. Il y a d'autres qui sont désactivées, il faut que je les réactive. Je ne les fais pas, j'en ai les compétences, mais je ne les fais pas suffisamment. Donc, finalement, la chose, je ne m'en occupe pas. Mais il faut que je commence à m'y mettre. Donc, ce sont ça les décisions que vous devez avoir dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez supprimer ou créer? Qu'est-ce que vous devez réduire ou amplifier? Qu'est-ce que vous devez éviter ou suivre? Qu'est-ce que vous devez suspendre ou activer? Ça, ce sont les décisions que vous devez prendre dans votre vie. La seconde partie de la matrice, c'est ce qu'on appelle les perspectives. En fait, les perspectives que je vous présente ici sont des perspectives que je vais dire des perspectives souvent évidentes, mais chaque personne est censée avoir ses propres perspectives. Par exemple, votre identité. Qu'est-ce que vous devez faire sur votre identité par rapport à votre organisation personnelle, par rapport au but que vous devez accomplir? Quel est le mindset que vous pensez que vous devez avoir? Quelles sont les connaissances qui sont indispensables pour vous? Quel est le temps? Est-ce que vous êtes suffisamment organisé? Est-ce que vous suivez suffisamment un plan cohérent qui vous permet d'arriver, d'atteindre les buts que vous êtes fixés? Vos projets, les finances, ainsi de suite. Ça sont les perspectives. Donc, quels sont les éléments sur lesquels vous devez le plus travailler pour pouvoir atteindre ces buts-là? Ça sont vos perspectives. Et la matrice se présente un peu comme ça. C'est-à-dire, vous avez vos perspectives et vous allez définir quels sont les objectifs qui sont liés à chacune de ces perspectives-là. Et puis, est-ce que il y a des choses à supprimer, à éviter, à réduire, à suspendre dans ces objectifs ou dans ces perspectives? Est-ce qu'il y a des choses à construire, ainsi de suite? Ici, j'ai mis Maslow, c'est optionnel, mais en tenant compte de la pyramide de Maslow, par exemple, l'objectif que vous avez défini répond, ou bien à la limite, cette identité-là répond à quel niveau de la pyramide de Maslow. Donc, c'est un exemple. Mais c'est des choses sur lesquelles on peut revenir à tout moment. La quatrième étape de l'organisation personnelle, c'est ce que j'ai appelé la mise en œuvre. Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle le planning personnalisé. C'est votre propre planning. Ça, c'est le mien. Ça, c'est un planning que j'avais élaboré. J'avais mis en œuvre avant, mais celui que j'avais utilisé pour mon plan de 2024. Donc, il se présente un peu comme ça. C'est un calendrier avec les activités. Voici un peu comment il se présente. Ça, c'est mon plan de 2023. Donc, ce que j'ai mis en blanc là, en fait, c'est les activités que j'avais prévues à réaliser. Et vous voyez, j'ai mon premier trimestre. Le janvier est en gris parce que déjà, au niveau de janvier, je n'avais pas démarré, mais j'ai démarré en février. Donc, c'est pour cette raison que, par exemple, dans ce cas-là, vous voyez que janvier est en gris. Donc, j'ai fait un planning avec, c'est-à-dire sous forme de diagramme de Gantt, qui donne un peu à quel moment est-ce que je commence telle activité et à quel moment est-ce que je l'achève. Vous allez voir, par exemple, dans mon planning, dans la partie numéro 7, là, en rouge, là, le premier en rouge au-dessus, il y a deux rouges. Il y a un rouge un peu plus foncé puis un plus clair. En fait, le rouge foncé, c'est mon planning initial qui devait prendre fin en avril, mais je ne l'ai pas terminé en avril, mais j'ai plutôt terminé et je l'ai plutôt reprogrammé jusqu'à fin juin. Donc, pour montrer que mon plan initial, ce n'était pas juin, mais c'était avril, mais que j'ai reconduit jusqu'en juin, j'ai fait 2 couleurs comme ça. En fait, c'est un jeu que je fais. Je joue avec mon planning dans l'optique de le rendre intéressant pour me motiver davantage. Donc, j'ai créé un instrument de jeu pour moi-même. Par exemple, la partie en vert qui est en bas, au numéro 5 là, c'est une activité que j'avais achevée. Mais je n'ai pas achevé du premier coup en février, mais je l'ai achevé en fin mars, par exemple. Donc, vous devez avoir un planning personnalisé pour les activités que vous devez mener. Et le deuxième élément, comment est-ce qu'on s'organise, c'est le planificateur RSL 365. Un instant, je pense. Mon ordinateur s'était planté. Désolé. Hein.
Le PC s'était planté, mais il est revenu. D'accord. Donc, le deuxième élément pour pouvoir véritablement s'organiser, c'est ce que j'ai appelé le planificateur RSL 365, en fait, qui est là, qui est, non, plutôt là, le planificateur RSL 365. En fait, 365, ça veut dire 365 jours. Donc, c'est une année en réalité. C'est une planification sur une année avec sa carte. Donc, le planificateur est un outil stratégique puissant et transformateur conçu pour métamorphoser votre gestion du temps et vous propulser dans l'accomplissement de vos objectifs. Donc, c'est un document que j'ai conçu en ce sens, désolé, pour aider ceux qui ne savent pas s'organiser à apprendre à le faire. Donc, il se présente sous cette forme-là, comme j'ai montré tout à l'heure, avec une carte à l'intérieur qui a deux faces. Je ne sais pas si vous voyez bien. La carte avec deux faces, et c'est ce qui est dans le schéma, qui vous permet en fait de faire quelque part votre bilan annuel. Et le planificateur, normalement, il coûte 20 000. C'était 25 000 au départ, et puis j'avais réduit à 20 000. Après, j'ai revu le coût. Mais de façon spéciale pour ce webinaire-là, parce qu'il parle d'organisation personnelle. Il faut dire que pour ceux qui écrivent, en fonction du document que vous avez, l'impression coûte vraiment cher. Et ces documents-là, c'est entièrement en couleur. Donc, c'est un document fait entièrement en couleur avec des images, avec du texte. Donc, c'est totalement en couleur. Donc, c'est un document dont l'impression vraiment revient très cher. Mais j'ai décidé de laisser pour la circonstance le document au prix de vente, mais avec la livraison incluse. Au prix de conception plus la livraison, qui fait en tout 12 500. Donc, celui qui décide de prendre maintenant, parce que déjà, je n'en ai plus suffisamment, je préfère prévenir, je devais faire une nouvelle impression, mais je ne vais pas la faire maintenant. Donc, il m'en reste, je ne sais pas si c'est une dizaine ou combien, mais c'est les derniers que j'ai aujourd'hui. Et j'ai décidé de laisser à 10 000 plus la livraison. Donc c'est le tout qui revient en fait à 12 500 pour le SEC Joseph de façon spécifique et spéciale. Sur ce, je vous remercie. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup tiré aujourd'hui, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup pris du temps. C'est l'anniversaire de ma fille. Donc, toute ma famille est chez mes beaux-parents. Donc, pour le SEC Joseph, j'ai accepté de pouvoir maintenir ce webinaire. Mais je vous remercie parce que vous avez accepté de m'écouter. J'espère avoir été vraiment apporter quelque chose à quelqu'un et que ce que j'ai dit va changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, je passe la parole à Melinda. S'il y a des questions, on va essayer plus ou moins d'y répondre en espérant que j'ai été moins courant pour ne pas dire que je ne me suis pas précipité comme la dernière fois. J'ai essayé de plus m'étaler parce que une organisation, quand elle est bien faite, il n'y a pas de problème. Mais quand elle est mal faite, elle conduit à des désastres. Que le Seigneur nous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire merci à notre frère Francis, vraiment pour ces sacrifices qu'il a fait, vraiment, j'imagine. J'imagine que ça, je n'étais pas évidente pour lui, avec toutes ses obligations. Et en plus, nous faire un cadeau par rapport à cet outil-là, vraiment, c'est une grande grâce. Merci. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup. Moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais depuis là, moi, je suis triste parce que quand on a fini l'échelle du développement, là, vraiment, je suis triste, quoi. Franchement, je suis triste même. Je ne sais même pas comment je vais parler. Je suis triste parce que je me rends compte que je suis en train de voler du temps et tout. Et par rapport à ce qui me reste, bon, anyway, on dit Dieu révèle pour acheter. Donc, c'est Dieu même qui permet que nous ayons cette information aujourd'hui pour pouvoir restaurer les choses. Il est 19h. On va prendre 10 minutes pour les questions-réponses. Donc, si quelqu'un a une question, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Ça va aller fidèle, c'est pas grave. Dieu révèle pour acheter. Voilà, Dieu révèle pour acheter, c'est pas grave.
comme l'a dit Coach Koné, on va essayer les lames et puis on va reprendre le travail. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été partagé? Est-ce qu'il y a des questions? Ah, il n'y a pas de questions. Ou bien c'est moi qui ne vois pas. On réfléchit. C'est-à-dire au début, là, c'était un peu dosé. Hein. Moi-même, là, je suis triste. Même. Moi-même, là, je suis... Ne sois pas triste, au contraire. Non, je suis triste. Je vais comprendre ma douleur. On essaie, je suis triste. Même. Quand tu as pris la question comme ça, là, tu ne peux plus parler, tu n'as plus voir parler. Même question maintenant pas. Ok, moi j'ai une question. Bon, j'ai une question un peu particulière parce que je sais que tout le monde a un fonctionnement particulier. Et tu nous as fait une proposition d'organisation. Maintenant, est-ce que tout le monde peut se retrouver dans ce type d'organisation? Par exemple, faire un schéma, un tableau, Excel, tout ça. Est-ce que tout le monde peut se retrouver dedans? C'est une question que je pose parce qu'il y a des personnes peut-être qui ont essayé ça, mais n'arrivent pas forcément à se retrouver dedans pour et à suivre. Par exemple, je prends le cas des livres. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à lire sur des supports numériques ou bien qui n'arrivent même pas à lire des livres. Eux, c'est plus des audios. Ça, c'est un exemple. Mais est-ce qu'en termes d'organisation, est-ce qu'il y a plusieurs approches? De sorte que il y a des approches standards qu'on nous présente là. Il y a d'autres alternatives qui permettent aux gens de se retrouver. Parce que c'est vrai qu'il y a la volonté, mais surtout, comme on l'a dit dans l'action, là, concrètement, souvent, on n'arrive pas à suivre. Est-ce que c'est du fait d'un manque de discipline ou bien c'est du fait que la méthodologie utilisée n'est pas adaptée à notre mode de fonctionnement? D'accord. Déjà, il faut dire que d'une manière ou d'une autre, on a besoin d'adapter la méthode ou, si tu veux, la démarche qui nous arrange. Le document Excel en lui-même est simplifié avec le planificateur. Le planificateur a été conçu spécialement justement pour ça. Maintenant, les gens qui aiment aller loin et puis eux-mêmes avoir un visuel, j'ai complété en fait comment on appelle ça, le document Excel. Il faut dire que je suis en train de voir peut-être d'ici l'année prochaine, dans une autre version que je vais mettre en place pour le planificateur, je vais mettre encore d'autres éléments qui vont simplifier. Mais il faut d'abord que chacun sache concrètement quelle est la méthode qui lui convient. Parce qu'on ne peut pas a priori dire, moi, c'est ça qui me convient. Non. Est-ce que j'ai essayé et puis ça n'a pas marché? Parce que la plupart du temps, si on se crée des stéréotypes, à la longue, ça va devenir encore des limitations qu'on va se créer. Ne nous limitons pas. J'essaie. Si ça ne marche pas, je reconnais que ça ne marche pas. Je cherche une autre méthode pour pouvoir essayer de m'adapter. Mais tant que je ne sais pas, je ne saurai pas avec précision quelle est la méthode qui va avec moi. Effectivement, il y a des gens qui aiment beaucoup le numérique. Il y a d'autres qui aiment beaucoup plus le physique, les livres physiques. Moi, je préfère les livres physiques. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, moi, je suis informaticien. Et puis, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait 11 ans et demi dans le domaine des télécoms. Et moi, j'étais chef de projet. Donc, le téléphone, là, je le connais. J'ai fait partie des premiers à avoir testé la 3G et autres. Je sais à peu près quelle est l'implication de ce qui est Internet. Le souci aujourd'hui avec les smartphones, c'est quoi? C'est qu'ils sont configurés de sorte à vous distraire au maximum. Les notifications que vous avez ne vous aident pas à avoir du focus. Et ça, c'est l'une des limitations des smartphones. Donc, quand vous faites quelque chose sur lequel vous êtes censé être concentré, sur un smartphone, vous ne pourrez jamais avoir la concentration définie. Ce n'est pas possible. Qu'on le veuille, à moins qu'on ait coupé Internet, on l'ait enlevé, toutes les notifications qu'il faut, et puis on est sur du blanc, oui, ça peut marcher. Mais le smartphone est fait pour que vous soyez suffisamment occupé à faire autre chose, à vous concentrer sur autre chose que sur ce qui est plus essentiel pour vous. Toutes les fois que vous prenez le téléphone, bon, pour ceux qui ne l'ont pas fait, hein, mais je suis convaincu que 100% des personnes connectées ont le même problème. Vous avez reçu une notification Facebook, vous dites non, attends, regardez rapidement. Mais dans le rapidement, là, l'algorithme de Facebook, il a été conçu justement pour vous maintenir dessus. Vous regardez quelque chose, il va avoir une vidéo de quelque chose qui vous attire. Au fur et à mesure, au moment où vous vous en rendez compte, vous avez déjà tapé 1 heure de temps, voire 2 heures de temps, pour quelque chose qui devait prendre à peine 1 minute. Donc, vous voyez qu'en réalité, tout ce qui est numérique
est très difficile à utiliser, sans oublier que l'écran en lui-même ne facilite pas la concentration et puis agit aussi sur le système nerveux. C'est pour cette raison que je conseille toujours aux gens, si vous voulez vraiment vous appliquer à la lecture, prenez les livres papier. Parce que le livre papier, il n'y a pas de lumière. C'est vous qui définissez le niveau de lumière dont vous avez besoin. Donc, vous allez voir que vous serez moins distrait quand vous avez un élément vraiment physique. Maintenant, si vous pensez que vous êtes suffisamment efficace avec le numérique, il n'y a pas de limitation. Comme on l'a dit, ne nous créons pas de stéréotypes. Si ça va avec vous, gloire à Dieu, vous l'utilisez, mais soyez focus sur ce pourquoi vous êtes en train d'utiliser votre téléphone ou bien votre ordinateur. Ok, merci beaucoup. Effectivement, le téléphone, souvent on croit qu'on est plus fort que le téléphone, mais c'est le téléphone qui nous moyen suicide. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai une autre question encore concernant l'évaluation. C'est un avis que je demande. C'est-à-dire, en termes d'évaluation par rapport à ces objectifs et tout, quelle fréquence est-ce que tu recommandes? Voilà, c'est une proposition, il n'est pas dit que c'est forcément ce qui est. Est-ce qu'on doit le faire chaque semaine, un point, chaque 2 semaines, chaque mois, chaque trimestre? Enfin, qu'est-ce que tu recommanderais par l'expérience que toi tu as aussi et puis le fait d'accompagner les personnes depuis tout ce temps-là? Ok, là, en réalité, les réponses sont dans le planificateur. Par exemple, quand vous avez fini le mois, j'espère que vous voyez bien, hein. Vous voyez, ça, c'est point du mois. En fait, c'est un élément de contrôle. Donc, le mois, les résultats clés que vous avez obtenus. Combien de résultats? J'ai défini 4. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu réaliser? Les choses à faire absolument le mois suivant. Ça, c'est un point vague pour ne pas que vous vous perdiez dans ce que vous faites. Donc, c'est un point vague. Par contre, chaque trimestre, c'est-à-dire après chaque mois, vous avez un pré-bilan. Donc, vous voyez, à la fin du trimestre, vous voyez, non, ça c'est le 3e mois, il y a point clé. J'espère que vous voyez. Et fin du trimestre, ça c'est fin du trimestre 2, vous voyez, bilan. Donc, à la fin du trimestre, là, vous allez beaucoup plus rentrer dans certains détails. Par exemple, point général, êtes-vous satisfait de vos performances du trimestre? Comment justifiez-vous cela? Votre plus grande satisfaction, ainsi de suite. Et puis, vous allez rentrer encore les valeurs que vous avez développées, les compétences, les nouvelles, ainsi de suite. Votre plus grande réalisation du trimestre, qu'est-ce qui a favorisé cela? Et puis ici, votre auto-évaluation trimestrielle. Ici, j'ai oublié même de mentionner, le planificateur vient avec cet élément-là. C'est une carte. En fait, je l'ai rendu ludique. C'est des emojis. Donc, en fonction de votre état d'esprit, vous voyez à l'intérieur, vous avez à la fin du trimestre, par exemple, quand vous faites votre bilan, on dit collez ici la note de 1 à 10. Donc, vous avez ici les nombres. Donc, en fonction du niveau que vous pensez que vous avez eu le mois, vous décollez, puis vous le collez simplement ici. Et puis ici, collez l'emoji qui correspond à votre état d'esprit en rapport avec vos accomplissements. Donc, vous avez les différents emojis qui sont là. Et vous prenez l'emoji, vous décollez. Parce que, par exemple, même si vous n'avez pas atteint votre objectif et que vous êtes rendu compte que ce mois particulièrement, vous avez été focus sur vos objectifs, vous avez vraiment travaillé, vous allez voir que vous serez enthousiaste. Ça ne veut pas dire que forcément vous avez atteint votre objectif, mais vous allez coller l'emoji de la personne qui sourit là, parce qu'il y a l'emoji de la personne fâchée pour dire non, que je ne l'ai pas atteint, que je ne suis pas satisfait, mais l'emoji de l'enthousiasme pour montrer que c'est vrai que je n'ai pas atteint, mais je sens que je suis sur la bonne voie. Et à la fin de l'année, qu'est-ce que vous faites? Chaque mois, quand le mois finit, lui, il va vous permettre de faire, par exemple, avoir une visualisation de votre progression. Donc, comme vous avez la carte et que, par exemple, vous êtes au mois de juillet, vous savez à peu près dire qu'est-ce qui s'est passé les mois précédents. Est-ce que j'évolue réellement? Donc, à la fin de l'année, vous-même, vous savez dire si vous avez évolué. C'est-à-dire que simplement, vos éléments, votre petit contrôle là, vous permet de savoir. Et puis, vous faites le bilan de l'année simplement sur la carte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez, moi j'ai défini 3 niveaux de bilan.
un bilan succinct, quelque chose de vraiment très vague à la fin de chaque mois. Mais le trimestre, vous êtes beaucoup plus regardant sur votre progression. Et à la fin de l'année, c'est ce que vous avez fait de façon trimestrielle là, que vous allez agrandir sur l'année. Donc, d'une manière ou d'une autre, la question, c'est qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Est-ce que c'est chaque semaine? Mais ce que je conseille, pour ne pas que ça soit déroutant, vous le planifiez simplement. Vous faites un petit truc. Et bon, le planificateur a été justement dimensionné pour ça. C'est pour cette raison que je l'ai conçu comme ça. Parce que j'ai moi-même fait l'exercice, je me suis rendu compte que c'est déroutant d'être toujours en train de faire des choses qui vont nous prendre du temps. C'est ce qui fait que la plupart du temps, les gens n'avancent pas dans leurs objectifs. Si vous parvenez à définir des objectifs suffisamment petits pour être atteints, vous allez voir, vous serez motivé à aller les accomplir au fur et à mesure. Puis finalement, vous avez atteint de grandes choses. Mais pour que vous soyez sûr que vous êtes sur la bonne voie, posez-vous des questions. Est-ce que j'avance bien? Est-ce que je suis sur le bon mur? Est-ce que je ne me suis pas trompé de chemin? Ces petites questions-là vont vous aider à vous réajuster. Mais vous le faites à la fin du mois, le trimestre un peu plus large, et à la fin de l'année, vous faites un bilan global parce que vous avez besoin de savoir qu'est-ce que je reconduis l'année qui va suivre, c'est-à-dire les 365 jours qui vont suivre, et qu'est-ce que je dois arrêter quand vous allez faire, par exemple, votre matrice perspective décision. Tout en rappelant qu'une organisation personnelle ne commence pas nécessairement le 1er janvier. C'est pour cette raison que j'ai conçu le planificateur en tenant compte de cette réalité. Vous allez voir qu'il ne dépend pas de l'année, il dépend plutôt de vous. À l'intérieur, vous allez voir, vous définissez vous-même votre calendrier. Ce n'est pas un calendrier prédéfini. Vous allez définir vous-même votre calendrier. Votre mois 1, ça peut être le mois de juin. Ça signifie que le mois de mai, l'année suivante, sera votre 12e mois. Donc, votre gestion personnelle va aller de juin 2025 à mai 2026. Cela va vous permettre de pouvoir vraiment savoir comment faire pour arriver véritablement à atteindre vos buts. Dieu nous a appelés à de grandes choses. Retenons ça. Mais à cause des distractions, la plupart du temps, nous passons à côté de l'accomplissement que Dieu veut pour nous. Et souvent, on s'en rend compte. Moi, je me suis rendu compte que je suis à la base de beaucoup de retard dans ma vie. Quand je me suis replié, j'ai dit, mais finalement, Dieu m'a tout donné. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait simplement en me remettant en cause et puis en travaillant justement sur les choses que je n'avais pas faites? Voilà, voici un peu résumé. Comment est-ce que je pense qu'on doit faire? Voilà. Mais chacun peut adapter dans ce sur quoi il se sent suffisamment à l'aise. Merci, merci. Tu révèles encore l'importance de la responsabilité personnelle. Voilà, c'est-à-dire que Dieu nous a tout donné, mais on reste responsable de ce qu'il nous a donné. On est responsable. Dieu, tu as tout dit. Tu as résumé même. Il nous a donné, mais c'est nous qui faisons, voilà. Utilisons soit bien, soit mal ce que le Seigneur nous a donné. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on ne fasse le temps de prière et puis on va se retirer? Est-ce qu'il y a une dernière question? Je dis là, vous êtes muet, vous êtes triste comme ça, hein? Il faut poser les questions. Il faut poser les questions. Dieu révèle pour racheter. C'est parce qu'il veut racheter ton temps qui te permet d'être connecté à un temps comme celui-ci pour ouvrir ton esprit. Voilà. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'on soit trop triste. Ce n'est pas encore tard. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, Francis, on va prier. Voilà, tu vas prier. Tu auras les points de prière. On va prier ensemble. Pour que vraiment le Saint-Esprit continue ce travail-là, parce que c'est un travail qu'il a commencé déjà de prise de conscience, mais que ce qu'on a appris aujourd'hui là puisse nous aider à faire ces exercices de réflexion, d'introspection pour aligner les choses. Voilà, parce que je sais que la plupart d'entre nous, on s'est rendu compte qu'on a perdu beaucoup de temps, on continue de perdre beaucoup de temps. Voilà, pour X ou Y raison. Voilà. Et que ces prochains mois-là soient beaucoup plus fructueux. Et voilà, qu'on ne puisse plus perdre de temps que le Seigneur nous a donné et surtout par rapport à l'agenda qu'il a donné à tout un chacun. Donc, Francis, je te laisse la parole pour conduire ce temps de petit temps d'intercession. Voilà. D'accord. OK. On ferme les yeux, je prie. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore une fois de plus parce que tu nous as fait grâce de nous retrouver, Seigneur, sur cette plateforme afin de changer sur une réalité qui est l'organisation personnelle. Tu as vu combien de fois, Seigneur, tu nous as fait grâce de beaucoup de choses, mais nous avons mal utilisé notre temps. Nous avons mal utilisé nos talents. Nous avons mal utilisé, ô Éternel Dieu, les grâces que tu nous as faites. Et aujourd'hui, Seigneur, à travers
ce séminaire, tu nous ouvres les yeux sur notre réalité. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons été négligents sur des choses importantes. Seigneur, nous te demandons pardon pour le fait que nous avons relégué au second plan les priorités de nos vies et nous avons plutôt mis, au Seigneur, l'accent sur les choses secondaires. Et aujourd'hui, Seigneur, le niveau que nous devons avoir n'est pas le niveau que nous manifestons aujourd'hui. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Peut-être que, Seigneur, cette attitude que nous avons eue, Seigneur, t'as mis en colère contre nous. Seigneur, descends de ta colère par rapport à notre ignorance, par rapport à notre manque d'intelligence, notre manque de sagesse. Et ramène-nous, Seigneur, sur la voie qui correspond à ce que tu veux pour nous, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, qu'il faut pour parvenir à l'organisation qui correspond au éternel Dieu des armées, à ton plan pour notre vie. Seigneur, nous voulons nous abandonner à ton chemin qui correspond, Seigneur, à notre destinée parfaite. Cette destinée qui correspond à ton plan pour nous, à tes desseins pour nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de savoir appliquer à notre vie la démarche la plus, Seigneur, efficace pour parvenir à réaliser et à accomplir les choses importantes de notre vie, Seigneur. Là où nous avons des faiblesses, Seigneur, fortifie-nous. Donne-nous la force, ô éternel Dieu. Donne-nous l'intelligence pour parvenir à réaliser. Là où nous avons besoin, Seigneur, de méthode, donne-nous la bonne méthode. Là où nous avons besoin de connaissances, donne-nous la bonne connaissance. Oriente-nous, Seigneur, vers les choses qui sont indispensables à l'accomplissement, Seigneur, de ta volonté par rapport à notre vie. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que ce travail que tu vas effectuer dans notre vie va, Seigneur, changer notre mentalité, va changer, ô éternel Dieu, notre approche, ô Seigneur, concernant notre organisation personnelle. Tu vas nous donner, Seigneur, de continuer à compter sur toi, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous en sommes conscients, Seigneur. Et ce soir, tu nous montres que tu veux, Seigneur, oh Seigneur, des personnes excellentes. Tu veux voir, oh éternel Dieu, une église parfaite, une église constituée de personnes qui ont atteint un niveau d'excellence. Selon toi, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être, Seigneur, de cette cohorte de personnes que tu vas transformer dans leur vie afin de devenir plus efficaces, afin de produire des résultats excellents à la gloire de ton nom. Nous te disons merci parce que tu es avec nous, parce que tu nous conduis, parce que tu nous donnes, ô éternel Dieu, la sagesse et l'intelligence pour accomplir de grandes choses à la gloire de ton nom et à la dimension du Dieu que tu es. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, merci Seigneur, merci à Dieu. Là je suis obligé de vous abandonner. Par contre, vous avez mon contact et puis déjà la matrice perspective décision et puis les plans, en fait, c'est des choses que j'ai réservées uniquement aux personnes qui ont le planificateur. Parce qu'au-delà de fait d'avoir ça, je suis obligé de les accompagner dans la mise en œuvre. Donc, c'est un travail conjoint qu'on fait. Voilà. OK. Je suis disponible avec la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Merci à Marie-Pauline. Merci à Marie-Ange. Merci à Rosine Kwame Daté. Merci également à Fidèle, Hélène, Kenny, bonsoir. Arsène, Dr. Corinne Yapo, Déborah. Vraiment merci. Merci beaucoup. Merci. Je vais...